Mirror Lake, à Pierre, qui m'a confié son lac. Mirror Lake est un lac, dont l'opacité masque des fosses que certains disent insondables, mais dont je crois avoir, pour ma part, mesuré la profondeur. Son nom lui vient de sa brillance et de son calme, mais aussi des reflets des montagnes l'enserrant, dont les masses immobiles, à certaines heures silencieuses, rendent presque affolante la noirceur des eaux qui se fendent sous la barque, parcourue d'irisations ne venant pas de la couleur des cieux, mais du plus creux des gouffres, dirait-on, où ont chuté les victimes de Mirror Lake, innocents promeneurs dont l'embarcation s'est un jour renversée sans que l'on sache pourquoi ils n'avaient jamais reparu, ni dans quel fascinant paysage leur corps s'était abîmé. Ce ne sont cependant pas là les véritables motifs ayant poussé des hommes, il y a de cela si longtemps que leur témoignage se perd dans la rumeur de l'histoire non écrite, à baptiser ce lac du seul nom qui pouvait lui convenir. Pour avoir des milliers de fois arpenté ses rives, j'ai appris que Mirror Lake tenait son nom de ce que le miroitement de ses eaux trompeuses vous pousse à vous regarder droit dans les yeux et à vous demander qui vous êtes, qui vous auriez pu être, pendant que le miroitement s'estompe et que vous constatez qu'il n'est pas de réponse à cette question. Après quelques années passées à l'ombre des montagnes, j'ai donc cessé de me demander qui était cet homme-là, dont l'image inversée me suivait pas à pas sur la grève. J'aurais pourtant aimé, quand les voix du passé se taisaient en moi, connaître ce reflet qui avait mon visage, découvrir quel destin m'avait conduit à Mirror Lake, en ce lieu même où, à la suite des innocents promeneurs, je m'effondrerais dans l'obscurité du lac. J'aurais assurément tenté d'ouvrir dans le sable chaud quelques chemins menant à la lumière, si Mirror Lake ne m'avait fait comprendre que les efforts que nous déployons pour contrecarrer le destin ou incurver le cours d'événements ne pouvant plus être infléchis sont aussi vains que les bourdonnements affolés de la mouche tombée dans un pot de miel. Si l'expérience ne m'avait montré que la résolution de la fatalité n'a d'égal que la rapidité de la mort. Avant de m'établir à Mirror Lake, je croyais naïvement que la fatalité pouvait se résumer à un grincement de pneus sur la chaussée mouillée, au giclis de sang qu'un dérèglement de la mécanique projetait sur les murs sales à travers le boucan des machines. Je l'avais donc rangé dans la catégorie des mouvements aveugles du temps, de cette forme de calamité qui pousse les hommes à se taire, au bar du village, quand la nouvelle d'un drame inexpliqué commence à courir de table en table, et ne pensait pas qu'elle puisse être ordonnée, ni avoir de plan précis. En fait, je m'étais jamais rendu compte, pas même quand l'accumulation des hasards est devenue telle qu'il m'aurait fallu donner un autre nom à cet engrenage organisant le chaos, que la fatalité pouvait s'installer dans le déroulement d'une vie et en déterminer le cours. Aussi, ne me suis-je pas douté, le jour où j'ai mis les pieds à Mirror Lake, que les forces du destin s'étaient mises en branle. Quelque part, de l'autre côté du lac, un carillon tintait doucement une mélodie douce amère, un huard lançait sa complainte, une rame incisait la surface claire de l'eau dans un chuintement évoquant l'indifférence de la lenteur, et voilà. Le sort en était jeté. Le premier de la série de dominos qu'un faux geste allait balayer venait d'être posé. Mais je n'en savais rien. Je me croyais libre, alors que la musique hallucinée du carillon m'avait déjà ensorcelé, comme le font toujours ces musiques que je dis folles, ces airs mélancoliques répétant à l'infini des mots plats, monotones, qui vrillent en vous les blessures d'un incurable et lointain ennui. L'Adagio pour cordes de Samuel Barber, le Paris Texas de Ray Cooder, les gymnopédies d'Eric Satie, la plupart des compositions moins immortelles de Thomas Newman, puis cette pièce d'Arvo Pärt, Furalina, qui s'était glissée ce matin-là dans le molle entrechoquement des chimes, mot que je préfère à carillon, pour sa sonorité d'abord, puis pour le mystère qu'il recèle à mes yeux, issu de sa quasi-homonymie avec cet autre mot, charms, dans lequel se camouflent les pouvoirs maléfiques de la séduction. J'avais découvert cette pièce, Furalina, peu de temps avant de m'installer à Mirror Lake, dans un film de Gus Van Sant, tout aussi halluciné que la musique, où deux hommes marchent dans un désert et ne font que cela, marcher, dans la tristesse exténuée d'Alina. Pendant des jours, je m'étais aussi avancé dans un désert, poursuivi par Alina, quelques notes de piano et le sentiment que je ne retrouverais jamais l'issue de ce chemin de sable réchauffant mes pieds nus. Puis une autre musique, venue d'un autre film, avait rompu l'enchantement, me permettant de me reposer un peu de la douleur d'Alina. C'est toujours ainsi que ma vie s'est déroulée, d'image en mélodie, la musique ne pouvant aller chez moi sans les scènes desquelles je finis par la croire issue. Je ne connais donc de la musique que ce que m'en ont appris le rêve et le cinéma,
à travers ces histoires où je tentais d'oublier la mienne avant d'aller dormir, quand les écrans cathodiques faisaient partie de mon quotidien. Je me déshabillais, je m'installais dans le salon à la lueur de la télé avec Jeff, une bière ou un bourbon, et je me laissais raconter n'importe quoi. La guerre des étoiles du Vietnam, l'assassinat de Bob Kennedy, les aventures érotiques ou pornographiques d'une fille dont la vie tenait dans l'ampleur de son soutien-gorge, n'importe quoi, pour oublier que ce qui se passait derrière ma fenêtre ne reflétait que la platitude de mon existence. Le jour où j'ai entendu les chimes m'interpréter du Arvo Pärt dans la déroutante tranquillité de Mirror Lake, j'ai cru que la réalité prenait enfin des couleurs rassurantes de la fiction, et j'ai acquiescé à la folie de la musique. Cela n'aurait toutefois pu se produire ailleurs. Il fallait que l'envoûtement ait lieu dans ce coin perdu du Maine que j'avais choisi pour son total isolement. Mais quand je dis perdu, je ne veux pas seulement dire loin de tout, car ce mot pourrait alors s'appliquer à l'ensemble des régions de cet État, dont il suffit d'emprunter l'un des chemins de bois pour tomber sur le petit frère de Daniel Boone, qui ne sait pas que le monde a prétendument évolué depuis l'invention de la poudre à canon et qui s'en fout, qui continue à chasser le pécan et le castor en pestant contre ses bêtes sans se demander qui empiète sur le territoire de l'autre, ni qui est le plus bête. Quand je dis perdu, je pense au lien qu'entretient ce mot avec l'idée de la perte, de la perdition. Et je vois un navire s'échouer sur un cap orageux. Je me suis installé sur la rive nord, en face de la musique des chimes et de la lumière des crépuscules, qui colore l'autre côté du lac de rose à vous fendre le cœur, si vous en avez un. Si la vie ne vous a pas enlevé cette capacité de vous émerveiller devant l'éphémère en dépit du déchirement qui, à tout coup, vous fait déplorer ce rapide passage de la tendresse, trop rapide pour ne pas vous rappeler que vous passez aussi et que, tout compte fait, votre cœur n'est plus ce qu'il était. Si j'ai choisi la rive nord, c'est aussi parce que Jeff et moi y serions les seuls à avoir une vue directe sur les crépuscules, et qu'ainsi je ne risquais pas, en sortant sur ma galerie le matin avec ma gueule de bois, d'insomniaque ou de déterré, d'être frappé de plein fouet par les good morning enjoués des voisins, ne sachant rien des nausées matinales de la misanthropie. Sur cette rive, je n'aurais que moi à détester et ne désespérerais du genre humain qu'en apercevant mon image dans l'eau claire clapotant au bout du quai. C'est donc poussé par l'illusion, puérile entre toutes, que le repos était chose possible, puis par le sentiment que je devais à tout prix m'éloigner des hommes et de l'image qu'ils me renvoyaient de moi, que j'ai pris la route un matin de printemps, dans ma vieille Volvo 2000, vitre ouverte, cheveux au vent, aussi libre qu'un héros de road movie, à l'époque bénie où le cinéma n'avait pas encore transformé ses apatrides en psychopathes ou en déjantés. Or, il m'aurait fallu, pour atténuer le sentiment de dévastation rongeant cette partie de mon âme de moins en moins perméable à la tendresse des crépuscules, aller où aucun homme n'aurait pu me suivre, jusqu'où je serais moi-même devenu une bête, en harmonie totale avec la cruauté de ma faim. Mirror Lake ne se trouvait malheureusement pas assez loin. Au lieu de m'accorder cette paix de l'âme et de l'esprit n'existant que dans la naïveté de l'espoir, il se chargea de me révéler peu à peu ma sottise, et si je crois encore qu'il existe des hommes qui peuvent habiter un lieu sans l'avilir, je ne crois pas que cela soit vrai des paradis. L'homme est un être réprouvé des cieux, je n'ai jamais mieux senti cela qu'à Mirror Lake, où toutes mes tentatives pour faire de cet Éden un endroit habitable et recouvrer ce que j'aimerais nommer une pureté originelle ont tourné à la catastrophe. Il ne me reste aujourd'hui que les étoiles, illusions d'entre les illusions, pour me réconcilier avec une certaine vision de l'éternité. Quand mon passé devient trop lourd, je me tourne donc vers celui de l'univers. Je sors m'asseoir sur la galerie ou sur le quai, et je regarde la lumière des étoiles mortes, propulsée du fond d'un âge auprès duquel nous ne sommes rien, un écho sur la rive, une minuscule fiente de mésanges ou de moineaux. C'est alors que l'éternité se met à tournoyer, qu'elle me prend dans son tourbillon et m'entraîne dans un vertige où tout devient spirale, le lac, les arbres, le temps, où la vie se jette avec un enthousiasme suspect dans la gueule béante de la mort, et où tout se répète, où tout devient spirale. Puis, selon que la journée a été bonne ou mauvaise, cette idée que l'éternité ne serait toujours que recommencement du même m'apaise un peu, me permet de relativiser le prix de la vie, de calmer le tremblement de mes mains ou, au contraire, me plonge dans ces pensées noires excluant toute possibilité de rachat du simple fait que la vie s'étrangle avec une féroce ironie quand elle parvient enfin à se mordre la queue. Quand je suis dans l'une de ces journées, je me demande pourquoi je suis venu ici, alors qu'il aurait été si facile de demeurer là-bas, au Québec, sur ce territoire de neige comportant assez de coins perdus pour abriter un homme en fuite, puis suffisamment d'étoiles pour contrecarrer l'idée de la fuite.
Je n'ai pas de réponse claire à cette question, mais je crois qu'il me fallait mettre le nom d'un pays entre mon passé et moi, m'abriter sous les étoiles d'un drapeau auquel je ne devrais aucune allégeance. De par sa position géographique, le Maine constituait l'endroit idéal, en ce qu'il me parlait d'un ailleurs où je n'éprouverais pas l'égarement de l'expatrié. Avec ses chemins de contrebande, ses snack-bars construits au milieu de nulle part, ses routes bordées d'ombres et de ravins, le Maine avait toujours représenté pour moi l'incarnation d'un certain mystère, circonscrit par le trajet sinueux d'une frontière suivant la ligne de partage des eaux, où les rivières courant vers l'Atlantique tournent le dos à celles charriant leurs cailloux jusqu'au Saint-Laurent, et au-delà de laquelle, dans ma perception de l'espace embrumé par une trop longue fréquentation des salles obscures, tout devenait autre, même les arbres, même les forêts. J'avais besoin de cela, de m'engager sur des routes où le moindre panneau de signalisation m'indiquerait que je venais de pénétrer en territoire étranger, là où même les arbres, même les forêts, ne parlaient pas la même langue. Dans mon esprit, des mots comme Bangor, Penobscot, Chesuncook étaient des mots impénétrables, que ne pouvaient habiter des êtres semblables à moi. Et si le temps a démenti cette impression, le Maine demeure pour moi un lieu chargé de secrets, qui n'est pas le prolongement du Québec, mais son versant sombre, sur la pente humide duquel le moindre faux pas peut être fatal. Pour l'homme brisé que j'étais et suis demeuré, la menace d'une interminable chute comporte un attrait à la fois morbide et salvateur, auquel j'aime à m'abandonner, quand le contact avec le réel m'oblige à une trop grande stabilité, comme c'est le cas ce soir, pendant que brillent les étoiles mortes et que Victor Morgan, Bob Winslow, Jacques Picard, Tim Robbins, Anita Swanson et John Doe, alias Doolittle, apparaissent sur la surface opaque du lac. Nous n'étions pas si nombreux à mon arrivée. À part Jeff et les oiseaux, un homme, un seul, dont le chalet faisait face au mien, brouillait parfois les eaux spéculaires de Mirror Lake. Le chalet est toujours là, mais l'homme qui l'habitait a quitté Mirror Lake il n'y a pas longtemps, m'abandonnant sous le ciel noir, les mains tremblantes devant la froideur soudaine de la solitude. Première partie. Chapitre 1. Nouveau départ. Mais alors, qu'est-ce qui pousse le présent à s'écouler vers le futur, à moins que ce ne soit le futur qui vienne vers nous? Étienne Klein. Les tactiques de Chronos. Je suis arrivé à Mirror Lake au milieu du mois de mai, un peu après les hirondelles et les lilas, en cette période de l'année où les banlieues ressortent leurs nains de jardin, leurs chérubins pisseurs et leurs adolescentes à demi nues, toute horreur ou tentation dont je n'aurais pas supporté la vue dans le paradis qui m'attendait. J'avais roulé vitre ouverte sur environ 250 000 en chantant à tue-tête les plus grands succès de mon palmarès, The Walk on the White Side, Our Car Wheels on a Gravel Road, de Lou Reed à Lucinda Williams, en passant par le Grand Brel, Johnny Cash et Robert Charlebois, les yeux éblouis par la luminosité des feuillages encore tendres, le visage crispé par la fraîcheur du vent charriant la persistante odeur d'humus montant des sous-bois humides. Je n'aurais pu choisir meilleur moment pour entamer cette étape de mon existence que j'entrevoyais ni plus ni moins comme une résurrection après le calvaire qu'avaient été les dernières années passées parmi ceux qu'il me fallait bien appeler mes semblables. J'étais à ce point dévasté par la compagnie des hommes que j'enviais presque le sort de Grégoire Samsa, le malheureux que Franz Kafka avait transformé en coquerelle ou autre répugnant insecte, sans lui demander son avis. À Mirror Lake, je n'aurais nul besoin de me métamorphoser en bestiole pour me sentir vivant, et pourrais enfin me reposer, loin du bruit et de l'agitation d'une époque où j'avais l'impression de vivre en perpétuel état d'apnée. Dès que je suis sorti de la voiture, je me suis remis à respirer et j'ai su que j'étais enfin chez moi, mot n'ayant jusqu'alors représenté dans mon esprit que l'expression d'un rêve que je n'aurais jamais la possibilité d'atteindre. Et voilà que le rêve prenait forme sur les rives d'un lac qui m'attendait, impassible, depuis que les ruisseaux avaient creusé leur nid dans les montagnes pour s'y déverser. « On est chez nous, Jeff », ai-je murmuré à l'intention du grand chien jaune qui avait déjà compris qu'on était arrivé à destination, qu'on avait trouvé notre place dans ce monde absurde, lui et moi, et qui courait dans tous les sens, excité par la luxuriance d'odeurs nouvelles, le parfum âcre de la terre trempée, qui allait boire une lampée dans le lac, venait me remercier en frappant sa grosse tête contre mes cuisses, puis retournait enfuir sa truffe dans un buisson ou un tas de feuilles pourries. J'étais enfin chez moi et j'étais enfin libre. Autre mot dont je n'avais jamais cru qu'il puisse avoir à mes oreilles
une résonance ne le reléguant pas immédiatement dans le champ de pure abstraction. « Free, free, free !» ont répondu les montagnes au cri qui a spontanément surgi de mon ventre. Puis je me suis mis à fredonner « Blowing in the Wind » de Bob Dylan, qui m'est venu aux lèvres sans que j'y pense, comme toutes les choses vraies. J'ai froid, j'ai faim, j'ai mal. How many years can some people exist before they're allowed to be free? Et je nasillais en pensant au nombre d'années qu'il m'avait fallu pour comprendre que la véritable liberté d'un homme consiste à ne pas se trahir. Et je me suis demandé si je vivrais assez vieux pour me pardonner ma bêtise. « The answer, my friend, is blowing in the wind », m'a répondu Dylan. Puis le vent s'est levé, avait frissonné le lac, s'entrechoqué les chimes suspendus sur la galerie du chalet d'en face. Un huard a lancé ce qu'on appelle une tyrolienne, soit une plainte suivie d'un long cri ondulant. « Tourloulou, tourloulou ». J'avais lu ça dans un livre, et j'ai fermé les yeux en essuyant une larme qui avait réussi à franchir les barrages que j'avais depuis longtemps érigés contre les pleurs. La petite musique de Furalina s'est alors avancée sur le lac, belle à hurler, pour m'annoncer que ma traversée du désert tirait à sa fin. Si je n'avais eu peur de briser la joie de Jeff, je me serais effondré. J'aurais laissé Alina emporter les digues et j'aurais regardé mes larmes se noyer dans le lac, après s'être ouvert une petite rigole dans le sable, juste assez sinueuse pour qu'on devine qu'elles étaient sérieuses. Ne voulant pas infliger à Jeff la déroutante manifestation de ma propre joie, je me suis secoué et j'ai crié « Hurry up, Jeff !» Mais Jeff n'avait pas besoin de ça pour se grouiller. Et il n'allait pas m'aider, de toute façon, à décharger la voiture. Il a à peine levé une oreille dans ma direction, puis s'est concentré sur le crapaud qui n'avait probablement jamais vu de chien de sa vie et se demandait s'il ne devait pas déménager dans une swamp en Caroline du Sud. Je le comprenais, ce crapaud. Mais je n'allais pas retourner en ville rien que pour lui faire plaisir. Chacun son tour de souffrir. Je lui ai conseillé de se pousser discrètement une belle escape, Frog, et me suis dirigé vers la voiture. Le chalet étant meublé, je n'avais apporté que l'essentiel. Quelques boîtes de livres, des vêtements, de la nourriture, une caisse de bière et 4 bouteilles de bourbon qui me permettraient de tenir le premier mois. La bière, ça faisait partie de mes habitudes alimentaires. Le bourbon, c'était une histoire de nostalgie. Je buvais cet alcool depuis ma tendre vingtaine à la mémoire de Ned Beaumont, l'un des héros de Dashiell Hammett, que j'avais découvert en même temps que les nuits américaines du cinéma. Quand je m'étais rendu compte que la moitié des privés de la série noire se défonçaient au bourbon, c'était devenu une affaire de mélancolie, parce que j'aurais voulu être l'un de ces personnages qui cluent la misère du monde dans les bars crasseux de New York, Los Angeles ou Chicago, là où la nuit américaine a définitivement installé ses quartiers. J'ai fait un clin d'œil à Ned, qui ne se trouvait jamais loin quand une odeur d'alcool me montait aux narines, et j'ai emporté le sac de bouteilles dans le chalet avec ma vieille valise de cuir bouilli en gueulant « Freedom » de Richie Havens, pour que la mélancolie ne prenne pas le dessus. Ne connaissant d'autres paroles de cette chanson que le « Freedom, Freedom, Freedom », ayant soulevé Woodstock et la jeunesse perdue dont je faisais partie à l'époque, je me suis vite lassé et suis revenu à Dylan, dont certaines chansons s'incrustent dans votre mémoire, ainsi que le font les prières, empreintes d'un soupçon de regret pour cette époque où vous aviez la foi. En début de soirée, j'avais à peu près fini de m'installer, et je suis sorti sur la galerie avec une bière et une pizza surgelée, repas traditionnel des jours de déménagement, auquel Jeff aurait également droit, puisque c'était notre fête, le premier jour de notre nouvelle vie. De l'autre côté du lac, les chimes chantaient toujours, le huard qui m'avait accueilli saluait le crépuscule, accompagné d'un merle d'Amérique qui turlutait près du chalet. Le soleil baissait doucement, le lac se teintait des lueurs du couchant. L'heure était parfaite. J'aurais voulu trouver les paroles aptes à décrire la douceur de ce moment, formuler quelques phrases inoubliables à la gloire de cette splendeur, mais le seul mot qui me venait à l'esprit était d'une simplicité inouïe. Maudit que c'est beau, et je murmurais en me calant confortablement dans ma chaise. Je n'avais rien à ajouter, c'était ça, c'était beau, on était chez nous. Puis, au chant du merle, du huard et des chimes, s'est ajouté le grincement d'une chaloupe qu'on glisse sur le sable, et j'ai vu mon voisin d'en face monter dans son embarcation. Quelques secondes plus tard, se conjuguait au bruit ambiant celui apaisant d'une rame incisant la surface claire du lac, pendant que la petite chaloupe verte s'avançait lentement sur l'eau striée de rose, image idyllique qui aurait pu figurer sur une carte postale, dans un guide touristique ou sur un vieux calendrier jauni, comme ceux qu'on voit épinglés sur les murs sales des postes d'essence et que personne n'a songé à remplacer,
malgré qu'il date de la guerre de 39, ou des années d'effervescence ayant suivi cette guerre, parce que le temps n'a pas d'âge, et qu'il en est des images immortelles comme des premières amours. Elles ne s'effacent pas. Ému par la pureté du tableau qui s'offrait à moi, j'ai répété « Maudit que c'est beau », en avalant une lente gorgée de bière, dont j'ai laissé les saveurs imprégner mon palais, mais avec laquelle je me suis étouffé quand j'ai constaté que la frêle embarcation se dirigeait droit vers nous, et que l'homme qui l'occupait, coiffé d'une casquette du même vert que sa chaloupe, levait la main dans notre direction en guise de salut. Baptême, ai-je couiné en cherchant mon souffle, jurons que je n'utilise que quand l'heure est grave et que se lève un vent de catastrophe. Les voisins qui débarquent. Si j'avais été aussi sauvage que le monde dans lequel nous vivons, j'aurais été chercher une Kalachnikov et j'aurais réglé ça tout de suite. Mais outre que je ne possédais pas d'armes, je n'aimais pas le sang. Sous quelque forme que ce soit, boudin, perles laissées sur la peau par une seringue ou une dent de vampire, croûte séchée au milieu d'un genou, petite rigole dégoulinant sur un front se refroidissant. Je détestais ça. J'ai furtivement pensé à l'étranglement, mais le temps que je mette la main sur une corde, l'assaillant aurait envahi le territoire et y aurait planté son drapeau. Ce qu'il allait faire de toute façon, mais ça, je ne savais pas encore. On est cuit, ai-je chuchoté à l'oreille de Jeff, lorsqu'un nouveau grincement s'est répercuté contre les montagnes, signe que l'ennemi venait de toucher terre. Mais Jeff étant non seulement un chien pacifiste, mais un chien pacifiste qui a tendance à devenir un peu tarte quand il a bu, il s'est précipité sur la plage en battant de la queue pour accueillir notre visiteur avec force aboiement de joie. « Good dog !» s'est écrié l'autre abruti qui est débarqué de sa chaloupe en soufflant comme un phoque. « Fuck !» a-t-il d'ailleurs ajouté en mettant sa grosse bottine dans l'eau. Et le sort en était jeté. L'invasion des barbares avait commencé. Quelques instants plus tard, l'homme qui venait de souiller la virginité que j'avais un peu trop rapidement attribuée à Mirror Lake montait sur ma galerie sans y avoir été invité, porté par la jovialité du simple, qui ne voit pas que le monde est un lieu de supplice et qu'il est l'un des principaux éléments alimentant le feu de cet enfer. « Hi, I'm your new neighbor », a-t-il lancé sur un ton enjoué, comme si je ne le savais pas, comme si je n'avais pas assez vécu pour connaître les multiples visages que peut emprunter la calamité. Puis il a rectifié en disant qu'en fait, ce n'était pas lui, le nouveau voisin, mais moi, ce qui l'a entraîné dans un interminable discours sur l'antériorité, la postériorité, la poule, l'œuf et le coq, qu'on oublie toujours dans cette histoire d'antériorité et de postériorité. Puis il est revenu sur l'importance de s'exprimer clairement, m'a même cité Boileau, le con, puis Wittgenstein. Tout ce qui laisse exprimer se laisse clairement exprimer. Tout ça pour m'apprendre que c'était moi, le nouveau voisin. Dans un certain sens, il avait raison. Sauf que si l'on s'attardait à la nouveauté en tant que telle, à l'essence de la nouveauté, il était aussi nouveau pour moi que je l'étais pour lui. Sur la base de cet argument, on pouvait déduire qu'il y avait deux nouveaux voisins autour du lac. Un qui se trouvait là avant et un qui ne s'y trouvait pas. Un qui semblait heureux de son caractère de nouveauté et un qui aurait préféré n'être rien, retourner à l'état larvaire ou redécouvrir l'innocence du spermatozoïde. Un qui se croyait le droit de débarquer sans prévenir pour se lancer dans une analyse logique et un autre qui, tout à coup, avait mal à la tête. Il a dû remarquer que je n'étais pas dans les dispositions idéales pour discuter, car il a conclu avec un « Never mind, you're here, I'm here », se voulant amical, mais qui m'a fait l'effet d'une condamnation à perpétuité. « Bob Winslow », a-t-il enchaîné en me tendant la main. « Robert Moreau », ai-je répondu à contre-cœur en lui présentant la mienne. Si j'avais eu la présence d'esprit nécessaire, j'aurais gardé les mains dans mes poches et lui aurais dit que j'étais amputé de la droite, que j'avais une maladie contagieuse, ou que j'étais le petit-fils d'Howard Hughes et souffrais de manière atavique de sa phobie des microbes. Le temps que cette idée me vienne, il était trop tard. Les germes de Bob Winslow me gambadaient sur la main et s'aventuraient allègrement sur mon avant-bras. Voyant que je demeurais silencieux et qu'un léger malaise allait s'installer, Bob Winslow y est allé d'un reniflement, puis d'un « So, you like this place ?» Que répondre à une telle question quand celui qui la pose n'est autre que le vandale, le profanateur qui vient de détruire l'illusion que vous entreteniez puérilement quant à la survivance de quelques havres de paix sur cette planète surpeuplée. « I liked it », ai-je répondu un peu sèchement, et Winslow, qui n'était pas si con que ça et savait conjuguer ses verbes, a compris que j'étais pas très liant. Il m'a quand même souhaité la bienvenue. « Welcome to Mirror Lake, stranger », puis m'a gratifié d'un clin d'œil gouailleur. Je ne trouve pas d'autre qualificatif.
avant de se diriger vers le lac en chantonnant « See you soon, raccoon », sentence confirmant la condamnation à mort qu'il avait déjà prononcée. Au moment où il embarquait dans sa chaloupe et que Jeff le resaluait avec force aboiement de joie, ce crétin a cru bon de poursuivre sa comptine en criant avec une franche goguenardise « See you later, alligator !»« See you later, alligator !» Exactement ce dont j'avais besoin pour qu'un radieux sourire détende mon visage crispé et illumine cette resplendissante fin de journée. Puis je me suis rendu compte que la nuit tombait et que j'avais raté mon premier coucher de soleil sur les eaux paisibles de Mirror Lake, ce qui m'en a fait détester Bob Winslow que davantage. Je suis tout de même resté dehors pour admirer le pan de ciel bleu foncé et étrangement lumineux subsistant derrière les montagnes, mais que la nuit allait rapidement obscurcir, pendant que la chaloupe de Bob Winslow, petite tache noire au sein de la pénombre, s'avançait calmement sur la surface huileuse de Mirror Lake, d'où s'est élevé un « See you in a while, crocodile » au moment où la petite tache était bouffée par les ténèbres. « Dial, dial, dial » a répondu la voix enchanteresse des montagnes. Ce à quoi j'ai brillamment rétorqué « Compte pas sur moi, face de rat » et autres perles de versification spontanée que j'aurais notées si j'avais eu un calepin. Puis, Winslow ayant enlevé à mon humeur toute possibilité de devenir autre chose que massacrante, j'ai hélé Jeff pour lui signifier qu'on rentrait. C'est cette nuit-là, à mon plus grand désarroi, que Humpty Dumpty est apparu à Mirror Lake. J'avais souffert dans mon enfance d'une névrose jusqu'alors inconnue, le syndrome Humpty Dumpty, forme de paranoïa qui m'avait amené à développer une aversion sans borne pour ce personnage qui me semblait ni plus ni moins l'archétype de la bêtise. Je suis d'ailleurs persuadé que l'expression « tête d'œuf » doit être associée à la navrante histoire de cet œuf suicidaire et bilieux, dont ma mère me racontait parfois les trépidantes aventures pour m'endormir, ignorant que ce ne sont ni les leçons, ni la poésie de Lewis Carroll que je retenais, mais l'incommensurable fatuité de ce gros tas de jaune qui débitait des conneries à Alice. Puis mon aversion s'était transformée en obsession, et je m'étais mis à faire des cauchemars dans lesquels Humpty Dumpty tenait le rôle principal, chaque fois qu'une nouvelle contrariété venait m'apprendre que la vie n'était pas cette prairie verdoyante où les belles filles embrassaient les crapauds. Ça avait duré quelques années, puis Humpty Dumpty s'était effacé au profit de Godzilla, Goldorak et Frankenstein, que je confondais comme tout le monde avec sa créature, jusqu'à ce que mes hantises prennent des formes plus humaines, c'est-à-dire plus proches de ce à quoi il nous faut associer le malheur, quel qu'il soit. Cette nuit-là, cependant, une brèche s'est ouverte dans le recoin fangeux de mon subconscient où le monstre se tenait tapi, et Humpty Dumpty a regagné sa place dans le paysage tourmenté de mes rêves sous les traits de Bob Winslow, dont l'ovoïde physionomie se prêtait parfaitement à l'interprétation d'un tel rôle. Il était assis sur le mur de Humpty Dumpty, contre lequel il frappait rythmiquement ses pattes maigrichonnes en récitant dans un style empoulé le discours qu'il avait tenu le soir même, avec quelques variantes, à propos de l'ordre d'apparition et du degré de vérité des divers éléments constituant un ensemble. La proposition est l'expression de l'accord et du désaccord avec les possibilités de vérité des propositions élémentaires, répétait-il en se grattant le ventre, qu'il avait à côté du front, et moi, agenouillé au pied du mur, je priais silencieusement pour que Godzilla apparaisse en arrière-plan, la gueule écumante, et qu'il écrabouille cette enflure d'un coup de talon irréversible. Je me suis réveillé en sueur aux petites heures, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les arbres, pour apercevoir dans le miroir de la commode la face blême d'un homme dont les cauchemars d'enfance venaient de tuer les derniers rêves. « Baptême !» ai-je murmuré. Mais les montagnes ne m'ont pas répondu. Les montagnes ne répondent qu'aux cris, comme les gens qui font semblant d'être sourds. Seul mon reflet, qui tentait de se refaire une coiffure, a répété après moi, prouvant que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière. « Baptême !» a-t-il murmuré. Puis il est sorti, côté cour, pendant que je me dirigeais vers la salle de bain en me disant que, tout compte fait, la liberté d'un homme ne pouvait s'obtenir qu'au prix d'un total lavage de cerveau. Quant à ce qui se passait de l'autre côté du miroir, je l'apprendrai plus tard. Chapitre 2. Pendant les 2 ou 3 jours qui ont suivi, Jeff a pu jouir d'une relative tranquillité. Pas moi, parce que j'avais toujours à l'esprit le « See you soon, raccoon » de Bob Winslow, puis le « See you in a while, crocodile, dial, dial » qui avait sinistrement résonné dans la nuit d'encre ayant sacré mon arrivée à Mirror Lake. Plutôt que de profiter de l'accalmie qui m'était accordée, je vivais sous le joug de la menace, l'oreille aux aguets, surveillant les allées et venues de Bob Winslow,
et réagissant au moindre bruit pouvant évoquer le grincement d'une chaloupe qu'on glisse lentement sur le sable, car j'imaginais, dans ma folie naissante, que l'ennemi opterait pour une attaque en douce. Un pas en avant, 2 pas en arrière, histoire d'épuiser mes nerfs et de me forcer à capituler. Au bout de 3 jours, j'ai un peu relâché ma surveillance et j'ai décidé de me parler. « Va t'asseoir, faut que je te parle », me suis-je dit avec une certaine lassitude. J'ai choisi d'aller m'installer sur la roche qui dormait en bas de la galerie depuis 300 ou 400 millions d'années, et j'évaluais à vue de nez, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait là une galerie, un chemin de gravier, une vieille poubelle et autres traces de l'indécrottable présence humaine, à moins qu'elle n'ait été amenée là au cours de la dernière glaciation. Comme cette dernière hypothèse ne m'avançait pas et que quelques milliers d'années ne sont rien au regard du temps géologique, j'ai décrété qu'elle avait 400 millions d'années, en essayant de ne pas penser à la vertigineuse mémoire inscrite dans la matière métamorphique ou granitique dont elle était constituée. Elle semblait confortable, cette roche, malgré son petit air dur, ce qui serait parfait pour ce que j'avais à y faire. J'ai lancé « Salut roche »,« Hi stone », et me suis assis en me disant que je réagissais comme un imbécile, un malade, un putain de paranoïaque, que ma peur de voir ressurgir Bob Winslow n'avait aucun sens, et que je créais mon propre enfer. S'il existait des produits pour exterminer la vermine, il devait bien en y avoir pour pulvériser les voisins, et s'il n'en existait pas, je n'avais qu'à en inventer un, et à devenir riche. Après une vingtaine de minutes de ce soliloque thérapeutique, je me sentais relativement mieux, mais n'en jetais pas moins de temps à autre un coup d'œil de l'autre côté du lac, au cas où. Puisque tout semblait tranquille, je me suis laissé glisser le long de la roche, contre laquelle je me suis appuyé en fermant les yeux, et j'ai observé les jeux de lumière du soleil à travers mes paupières, sous lesquels se dessinaient d'autres soleils, des comètes, des galaxies, des comètes encore, et qui allaient s'échouer sur la face cachée de mon globe oculaire en faisant valser leur queue. Au moment où je commençais à baisser ma garde en me répétant que j'étais vraiment stupide de ne pas profiter de ma nouvelle retraite, j'ai entendu Jeff détaler, aboyer, renâcler, puis une voix, semblable à celle de Humpty Dumpty, a surgi derrière la roche de 400 millions d'années pour me chuchoter à l'oreille « Get a bit of shut-eye, stranger ?» L'expression, prononcée sur un ton légèrement sarcastique, n'aurait pu être mieux choisie, car elle confirmait que toute paranoïa a sa raison d'être et qu'il suffit de fermer les yeux 30 secondes pour que l'objet de votre hantise en profite pour se couler subrepticement dans votre oreille. J'ai décidé de ne pas bouger, de faire le mort, parce que c'était sûrement un cauchemar. Ça ne pouvait pas être autre chose. C'était un cauchemar. Un abominable cauchemar mettant en scène Humpty Dumpty dans son propre rôle, la suite de mon rêve en fait, qui s'avérait être un rêve éveillé, en boucle, récurrent, un cauchemar rémanent, une forme de réminiscence due à la persistante partielle d'un phénomène après la disparition de sa cause. J'ai toutefois eu un petit doute quand la voix de Humpty Dumpty a fait, avant de renifler et de se racler la gorge. Pour en avoir le cœur net, j'ai levé le coin d'un œil et l'ai aussitôt rebaissé. Ce qui était entré par l'embrasure de cet œil était effectivement cauchemardesque, mais réel. Ne sachant que faire, j'ai prononcé une formule qui se voulait magique, abracadabra, et j'ai prié le saint affecté aux objets perdus pour qu'il n'ait pas à m'aider à retrouver mon calme disparu. Quand j'ai ouvert bien grand les 2 yeux, rien n'avait changé. J'avais au-dessus de moi le visage gigantesque de Bob Winslow, la grosse tête de Jeff, puis la tête d'un petit inconnu prénommé Bill, ainsi que me l'apprendrait Winslow. Vu de l'extérieur, on devait avoir l'air un peu con, surtout moi. Alors je me suis redressé, relevé, épousseté, et j'ai demandé à Winslow ce qu'il voulait. Non sans avoir auparavant sifflé le saint responsable des objets disparus, qui aurait finalement de l'ouvrage. « To introduce my new friend, stranger », a-t-il répondu gaiement. Outre que je n'avais pas envie de connaître les amis, nouveaux ou pas, antérieurs ou postérieurs de cet abruti, il y avait 2 choses dans cette phrase qui me dérangeaient. Primo, le mot « new », qui risquait d'entraîner Winslow dans un autre discours sur le sens de la nouveauté. Secundo, le mot « stranger », dont la désinvolture, ainsi que toute désinvolture, avait un petit quelque chose qui pouvait se montrer capable de me taper sur les nerfs. Ce vocable, par ailleurs, me rappelait lointainement un film dont je n'arrivais pas à me remémorer l'intrigue, élément qui m'aurait été essentiel pour savoir qui passait son temps et dans quel film a appelé l'autre stranger.
Or, s'il y a une chose qui m'agace, c'est de m'apercevoir que la mémoire est une chose friable, pleine de trous, de précipices, d'abîmes et de silences béats qui vous font passer pour un inculte. On allait régler ça tout de suite. My name is Robert. Bob. So you call me Robert. Okay? Not stranger. Never stranger. Je venais de lui donner un peu de corde en l'autorisant à m'appeler par mon petit nom. Je le savais bien, mais que voulez-vous que je fasse? Ok, Robert, a-t-il répondu en laissant glisser son sourire sur le beurre. Ce qui m'a fait grincer les dents et contraint un sourire, parce que mon faciès est ainsi constitué que quand je grince, je souris, et vice-versa. Je ne suis pas très liant, je l'ai dit. Cette mise au point faite, Winslow m'a présenté Bill, son nouvel ami, qui était jaune, mais pas comme un Chinois, plutôt comme Jeff, avec lequel il partageait la caractéristique d'avoir 4 pattes, un museau, des oreilles pointues, une petite queue qui deviendrait grande et tout ce qui vient avec. En fait, dans quelques semaines, Bill le chiot serait en tout point identique à Jeff le chien, qui aurait pu être son père s'il avait connu sa mère. Pour être franc, ça m'a un peu contrarié. S'il fallait que ce type, en plus de saper ma joie de vivre, veuille qu'on aille magasiner ensemble pour s'acheter des bobettes assorties, la nouvelle existence qui s'offrait à moi sur les bords paisibles de Mirror Lake s'annonçait pour être longue, le temps, en pareilles circonstances, étant lié à une forme de relativité qui, pour relative qu'elle soit, n'en fait pas moins de ravages. À la vue de l'élastique tricolore des bobettes de Winslow, qui dépassait d'un bon 3 pouces l'arrière de son pantalon, j'ai senti monter dans ma gorge une nausée légèrement acide, alimentée par toutes ces menues contrariétés qui vous rongent lentement à l'intérieur, et j'ai pensé, sans le formuler clairement, que Bob Winslow était un homme dangereux, un pauvre type que l'isolement avait rendu fou, un dégénéré animé du désir malsain de prendre son vis-à-vis pour modèle afin de stopper le processus de déperdition de soi engendré par son absence de personnalité, un déficient qui croyait qu'il lui suffisait de se procurer un chien pour me prouver que nous étions semblables et me faire comprendre que le type de lien m'unissant à Jeff n'avait rien d'exclusif, que ce qui constituait ma différence pouvait être anéanti par un simple jeu de miroir. La stratégie de Bob Winslow, ou ce que je croyais être sa stratégie, n'avait rien d'original. Elle répondait au très banal principe sur lequel était fondée la société que j'avais tenté de quitter. Abolir l'identité par la multiplication du même et créer de nouveaux multiples à l'aide desquels l'identité tentera vainement de se reconstruire. Je détestais cette mentalité de suiveux, et j'ai eu l'impression, en regardant Bill bien en face, d'avoir été catapulté dans la banlieue pastel d'Edward Scissorhands ou de Pleasantville, c'est-à-dire dans l'un de ces cauchemars où vous n'avez qu'à vous pencher au-dessus de l'inévitable haie pour voir votre charmante épouse, votre coquette maison, votre rutilante voiture et vos adorables enfants dans la cour du voisin ou, pire encore, pour vous y apercevoir, tout sourire, en train de tondre le gazon ou de tailler l'inévitable haie. L'horreur. Rien qu'à penser que je pouvais un jour arriver face à face avec Winslow en passant devant mon miroir, à raviver ma nausée, sitôt suivi des frissons provoqués par l'homme froid, en moi, qui grignotait mes grands cœurs. Beau chien, gentil toutou, nice dog. Ai-je néanmoins aligné comme un débile en m'accroupissant devant Bill, qui faisait les cabrioles à mon intention sous le regard jaloux de Jeff, qui aime tout le monde mais pas les chiens, enfin, pas les chiens qui essaient de me séduire. Pour lui montrer que j'étais son maître et qui était le maître, Jeff a retroussé sa babine gauche, dévoilé ses crocs jaunes, grogné un peu, et Bill a semblé comprendre ce que Jeff lui racontait car il est aussitôt allé se coucher à ses pieds en battant de la queue. Il y en avait au moins un de nous deux qui savait se faire respecter, preuve que dans un verre à moitié vide, il reste toujours un peu de liquide, ou que la dynamique d'un couple repose invariablement sur l'association de celui qui est prêt à mordre et de l'autre qui se laisse déchiqueter, le mordant et le mordu. En attendant, Winslow suivait Bill du regard amoureux de qui vient de découvrir un sens à sa vie, ce qui m'a fait éprouver pour lui une forme de respect, car j'ai toujours considéré qu'un homme qui aime les chiens ne peut pas être entièrement mauvais, ni entièrement stupide. Mais je n'allais pas céder à ce bref élan de sympathie. Si je voue en effet un certain respect aux hommes qui aiment les chiens, je préfère de loin ceux qui n'aiment que les chiens et qui vous fichent la paix. Ce n'était pas le cas de Winslow, qui a profité de mon moment de faiblesse pour m'annoncer qu'il ne venait pas seulement me présenter son chien, mais m'inviter à souper, histoire de me souhaiter officiellement la bienvenue à Mirror Lake et de célébrer du même coup l'arrivée de Bill dans notre petite communauté. C'est ce qu'il a dit. Our little community. Le con.
C'était le moment où jamais tenté de lui expliquer que je n'aimais pas les communautés, petites ou grandes, nouvelles ou anciennes, antérieures ou postérieures, et que la meilleure façon de m'accueillir était de m'ignorer, ce que j'ai fait. Mais il n'a pas compris. Il y a des gens, et Winslow appartenait à cette catégorie, qui sont à ce point persuadés que l'harmonie entre les hommes et, au premier chef, le bon voisinage, la connivence entre conjoints, la communion des idées et autres balivernes vont sauver le monde, qu'ils ne vous écoutent pas quand vous leur faites remarquer que l'harmonie ne naît ni de la promiscuité, ni de la surpopulation. Winslow a donc fait la sourde oreille car il avait prévu que, poussé par une gêne toute naturelle, j'allais refuser. Aussi avait-il apporté de quoi nous préparer une petite bouffe. Sans me laisser le temps de protester ni de prétexter que je n'avais pas faim, que j'étais anorexique, suivais un régime à base de fenouil, souffrait de multiples allergies, était le petit-fils de Howard Hughes, il a couru vers son auto, garé en haut du chemin menant à mon chalet, c'était donc ainsi qu'il était venu le fourbe, pour revenir avec un panier évoquant celui du petit chaperon rouge, 2 bouteilles de mousseux et un paquet orné d'un ruban tire-bouchonné qu'il avait dû exhumer d'une vieille boîte de décoration de Noël. « For you », a-t-il rougi en me tendant le paquet. Ce jésuite avait tout prévu, jusque dans les moindres et microscopiques détails, raison pour laquelle il avait mis 3 jours à se manifester. Je n'ai eu d'autre choix que de l'inviter à monter sur la galerie, où j'ai déballé son cadeau pendant qu'il sortait une nappe de son panier, l'installait sur la vieille table de bois qui n'attendait que ça, et préparait le souper. Le cadeau s'intitulait The Main Attraction, roman d'un certain Victor Morgan, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, que Winslow m'a chaudement recommandé pour la vraisemblance des personnages, mais surtout parce que l'histoire se déroulait dans un patelin situé non loin de Mirror Lake. Comment avait-il deviné que j'aimais la lecture? Je n'en avais aucune idée. Pour en avoir le cœur net, je le lui ai demandé. Une intuition, m'a-t-il répondu, en ajoutant qu'il partageait cette faculté avec les femmes, que c'était la partie anima de sa personnalité, et que son intuition ne le trompait jamais. Il m'a ensuite lorgné avec son petit sourire désagréable, et j'ai constaté qu'il avait les yeux du même bleu que les miens, une espèce de bleu délavé ou pervenche, selon les éclairages, et le menu de la veille. Je n'ai toutefois pas eu le temps de m'attarder là-dessus, car il m'a tendu une coupe de mousseux, a levé la sienne en me souhaitant longue vie, live long and prosper, buddy, puis l'a frappé contre la mienne, qui était pleine et à déborder. Pour masquer ma contrariété, j'ai grincé, donc souri, et je lui ai parlé à mon tour de mes lectures, ce qui nous a entraînés sur un terrain où il arrive que les hommes sympathisent. Si je n'avais éprouvé pour Bob Winslow ce qu'on éprouve normalement pour la main qui vous étrangle, je pourrais dire que nous avons passé une agréable soirée, assis sur la galerie à parler de Victor Morgan, de David Goodis et de Stephen King, dont l'ombre planait sur les forêts du Maine. Mais, quand Winslow a dit Irish, William Irish, Woolwich, Cornell Woolwich, j'ai cassé ma fourchette et j'ai cherché un mot apte à définir la pourtant indicible contrariété qui m'envahissait. Winslow venait de prononcer le double nom d'un écrivain auquel j'avais réservé une place de choix dans mon panthéon, et avec lequel j'entretenais une relation privilégiée. Personne dans mon entourage n'ayant jamais lu Irish, et voilà que ce primate lui donnait du William et du Cornell comme s'ils avaient couché ensemble. Corollaire de cette constatation, plus ça allait, et plus je découvrais de points communs entre ce connard et moi. Si Winslow avait détesté la compagnie de ses congénères, j'aurais été content qu'on se ressemble, d'autant plus que je ne l'aurais jamais appris, sauf par le plus fortuit des hasards, mais c'était, semble-t-il, l'un des seuls traits que nous ne partagions pas. Pendant que j'établissais la liste de nos similitudes, Winslow a dû s'apercevoir que je me retenais pour ne pas fulminer, car, effet de mimétisme ou empathie, il s'est mis à grimacer, m'offrant une parodie de moi-même et de Yolande la grenouille qui m'a du coup guéri. Pas trop heureux de constater que ma physionomie pouvait évoquer celle de Yolande, pour laquelle je n'éprouvais aucune sympathie, je me suis détourné et j'ai plongé en moi, profondément en moi, loin de la surface irritante des choses, laissant Winslow déblatérer à propos de la sirène du Mississippi, pièce maîtresse d'Irish pendant que Catherine Deneuve, qui avait immortalisé la scène en question devant la caméra de Truffaut, évoluait sur l'écran installé entre Winslow et moi, poursuivi par un Jean-Paul Belmondo aussi fou qu'amoureux. Quand Deneuve a disparu, après un temps difficile à déterminer pour un homme que la beauté subjugue, Winslow s'était lancé dans une analyse plan par plan de La mariée était en noir,
et j'ai laissé Jeanne Moreau et ses voiles de deuil envahir l'écran. Lorsque le sang de sa 3e ou 4e victime m'a giclé dans l'œil, j'ai tourné le bouton et me suis intéressé aux papillons qui se brûlaient les ailes à l'ampoule poussiéreuse brillant sous le fanal. Winslow avait dû l'allumer pendant que j'embrassais Catherine Deneuve et que Belmondo avait le dos tourné, car il faisait maintenant nuit noire. C'est beau cette expression, nuit noire. Presque aussi beau que noir comme chez le diable, mais plus réaliste. Parce que si on croit ce qu'on nous a raconté, il ne fait pas noir chez le diable, mais rouge, rouge et jaune. Une bouffée de chaleur m'est montée au visage quand j'ai pensé que les gens qui n'aiment pas leur prochain comme eux-mêmes sont de bons candidats pour l'équipe de Lucifer, et que mon éternité risquait de se dérouler dans une ambiance de discothèque. Cette perspective m'effrayant autant que de me réveiller dans le même lit que Winslow, je me suis rassuré avec le premier argument venu. Puisque je détestais mon prochain comme moi-même, je pourrais m'arranger avec ça pour plaider ma cause quand les anges du ciel et de l'enfer se saisiraient de moi et m'écartèleraient pour déterminer de quel bord je devais aller. Cette affaire réglée, j'ai regardé Jeff et Bill se disputer les cadavres de papillons jonchant la galerie. Bill était maladroit, il ne savait pas trop comment s'y prendre alors il observait Jeff et tentait de l'imiter. Il avait un morceau d'aile velu accroché sur le bord de la mâchoire qui lui donnait un air idiot, mais il ne semblait pas s'en soucier, pas plus qu'il ne paraissait avoir de compassion pour ces petites créatures ne cherchant qu'à écourter leur vie pourtant si brève. Que ressentent les chiens devant la mort, me suis-je demandé. Pas la leur, ni celle de leur maître, mais celle des papillons, des écureuils, des mulots. Difficile à dire. Dans le double but de satisfaire ma curiosité et d'étouffer la voix de Winslow, je me suis concentré sur la grosse tête de Jeff, sur les yeux ronds de Jeff, et j'ai essayé de me placer là, derrière ses yeux braqués sur les papillons. J'y ai d'abord vu des petites choses folles, inutiles, insignifiantes, tourner autour de la lumière, dans des bruits de crépitement de feu, virevolter dans l'air frais du soir, puis tomber devant mes pattes, insignifiantes. J'ai observé l'agonie d'une phalène réfugiée sous la chaise de Winslow et, ce spectacle ne me faisant ni chaud ni froid, j'en ai conclu que les chiens ne ressentaient rien devant la mort d'êtres qui leur sont dissemblables, comme c'était peut-être le cas de l'un ou l'autre des parias du roman de Morgan de Main Attraction, qui sont en fait 7 condamnés à mort qu'un détour de la fiction permet de réunir autour d'un repas qui sera leur dernier. C'était ce qu'était en train de me raconter Winslow, qui avait enfin décidé de foutre la paix à Irish. Je l'ai écouté distraitement, ma conscience étant encore à demi coincée dans la grosse tête de Jeff, mais quand j'ai quand même laissé filtrer l'information dans l'autre moitié de ma conscience, pour tâcher de savoir si les 7 condamnés de la prison de Holborn étaient comme les chiens, et si l'univers de Winslow chevauchait réellement le mien, mais j'étais trop fatigué, et n'ai rien appris de vraiment intéressant sur ce roman, ni sur les affinités électives pouvant nous réunir, Winslow et moi, sinon que Morgan, l'auteur du roman, n'avait rien publié par la suite, et avait disparu dans la nature en 1951, année de ma naissance. Après ce récit, je suis sorti de ma torpeur et j'ai vu que Winslow était sombre et préoccupé. Cette lecture l'avait marqué, de toute évidence, au point d'effacer toute trace de son sourire débonnaire, et j'ai pensé que la lecture avait au moins ça de bon, qu'elle nous faisait parfois paraître moins cons. J'ai également constaté que Winslow était un personnage difficile à saisir, moitié mal dégrossi, moitié sortable, comme une grosse branche gossée d'un seul côté. Pendant que je cherchais une façon d'exprimer clairement le côté insaisissable de Winslow, Wittgenstein a refait surface, et je me suis souvenu qu'il avait écrit quelque chose à propos de l'inexprimable. Si ça ne s'exprime pas, ça ne se dit pas, ou un truc du genre. J'ai donc rangé Winslow dans cette catégorie, celle de l'inexprimable, et lui ai versé le fond de la 2e bouteille de mousseux, geste qui a allumé son visage, qui s'est immédiatement retransformé en grosse face d'idiot. Et la soirée s'est terminée là-dessus. Winslow a calé son verre, ramassé son panier de chaperon, sa nappe, sa vaisselle sale, puis il est monté vers sa voiture avec Bill, ombre massive et petite ombre que la nuit a rapidement bouffée, pendant que les ténèbres recrachaient un « See you soon, raccoon », que les montagnes n'ont pas repris, parce que les montagnes ne répondent qu'aux cris et que Winslow, en cette fin de soirée, avait une petite mine. Or, les petites mines, c'est connu, ne crient pas. Elles marmonnent, les petites mines, murmurent, se parlent à elles-mêmes. En fait, j'ai plutôt deviné ce « see you soon » que je n'ai entendu, si bien que je n'ai aucune certitude quant aux paroles peut-être énigmatiques, à l'image de Winslow, que les ténèbres ont ravalées sitôt après les avoir mâchouillées, à l'image des ruminants.
Chapitre 3. La plus élémentaire civilité, après que Bob Winslow m'eût gentiment invité à souper chez moi, aurait voulu que je lui rende l'appareil, que j'empile quelques galettes, un petit pot de beurre et autres victuailles dans un panier pour sauter dans ma chaloupe et aller me jeter dans la gueule du loup. Or, la civilité était un concept qui me dépassait. Si j'étais venu à Mirror Lake, c'était pour être seul et n'avoir plus à me soucier des convenances dont s'encombrent les hommes qui n'ont pas le loisir de s'isoler au fond des bois et doivent faire semblant d'aimer leur prochain. J'ai donc opté pour le silence et l'impolitesse, convaincu que Bob Winslow, tout coriace qu'était son désir d'ériger un pont entre les deux rives de Mirror Lake, finirait par comprendre. J'errais avec une superbe innocence. 2 jours plus tard, il traversait de nouveau le lac dans sa vieille chaloupe verte pour m'inviter à partager le fruit de sa pêche miraculeuse. 20 trouts in a half hour, Robert. Never saw that in this fucking lake, ne cessait-il de répéter en faisant sonner ses fucking, car Bob Winslow, ainsi que la plupart de ses concitoyens, émaillaient ses phrases de fuck et de fucking qui devenaient une respiration, une forme de ponctuation marquant l'intensité de ses émotions. Fucking life, fucking shit, fucking sun. Puis il a enchaîné en me disant que c'est moi qui lui portais chance. A fucking luck, Robert. Et qu'il n'était que justice que je partage cette truite avec lui. Je lui ai répondu qu'il se trompait, qu'un homme tel que moi portait la poisse, mot que son élémentaire connaissance du français lui a fait interpréter comme fish, fucking fish, et il m'a fallu un certain temps pour lui faire entrer dans la tête que le malheur me collait aux semelles. Ill fortune dogs my footsteps, Bob. Et que si ma présence autour de ce lac pouvait avoir une quelconque influence sur l'habitat local, ce sont les poissons qui en faisaient les frais, pas le contraire. J'ai ensuite tenté de lui expliquer que je voulais être seul, like a rat, Bob, avec Jeff. Ayant une autre fois, dans sa grande perspicacité, prévu cette réaction, il a sorti d'un panier d'osier qui traînait au fond de sa chaloupe quelques filets de truites qu'il m'a recommandé de rouler dans la farine avant de les faire frire, puis il est reparti en ramant lentement vers l'autre rive, tête baissée, ressassant peut-être d'anciennes et tenaces tristesses, pendant que Bill, assis à l'arrière de la chaloupe, regardait Jeff de ses yeux ronds, en souriant comme le font les chiens, avec cet air bonasse où se concentre toute l'innocence du monde. J'ai alors ressenti un étrange malaise en voyant cet homme que les aléas de l'existence ne semblaient pas atteindre, courber l'échine, et j'ai songé que sa bonne humeur naturelle n'était peut-être qu'une façade, l'empêchant de s'effondrer. J'ai néanmoins laissé filer le malaise, j'ai appelé Jeff, et suis rentré faire frire les fucking fish de Winslow. À 8 heures, en vue de profiter du spectacle du couchant, je ressortais sur la galerie avec Jeff et mon assiette de truite fumante, en même temps que Bill et Bob Winslow, qui se sont assis face à nous, silencieux, de l'autre côté du lac, et ont mangé en nous regardant. En fait, j'ai eu l'impression qu'ils nous observaient, même s'il est difficile de suivre le mouvement des yeux à cette distance. Ce dont j'étais persuadé, c'est que Winslow avait attendu que je sorte pour m'imiter. J'ignorais quel but il poursuivait en agissant de la sorte et pourquoi il avait décidé de se livrer à ce jeu avec moi, car il est également difficile de suivre le mouvement des pensées à cette distance. Mais le fait est qu'il avait atteint sa cible et m'avait coupé l'appétit. J'ai craché la bouchée que je mastiquais en bas de la galerie, en plein sur la roche de 400 millions d'années, qui aurait sursauté si elle avait été un caillou, mais est demeurée stoïque, comme savent être les roches. Elle n'avait rien à voir dans cette histoire, mais je la tenais inconsciemment pour responsable du relâchement de ma vigilance à l'égard de Winslow et de la déplorable situation qui s'en était suivie. Comme l'inconscient, qui ne se comprend pas, est plus long à pardonner, le mien a décidé que tout ça était de sa faute. Maintenant que j'avais quelqu'un à qui reprocher mon malheur, j'aurais dû me sentir mieux. Ce qui n'était pas le cas. Aussi ai-je donné le reste de mon assiette à Jeff et suis rentré en claquant la porte pour que la roche réfléchisse un peu et que Winslow comprenne que je n'étais pas dupe de son manège. Le lendemain, j'ai ruminé toute la journée et sur le coup de 6 heures, j'ai embarqué Jeff dans ma chaloupe et j'ai mis le cap sur la rive sud des Bob Winslow, déterminé à lui dire que je ne voulais plus le voir, plus l'entendre, plus respirer le même air que lui, qu'il me donnait de l'urticaire, me faisait vomir, que je détestais le poisson, le petit chaperon rouge, les relations fraternelles, Victor Morgan et sa bande d'assassins. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.